Bien, bonjour à tous. Donc, pour commencer ce forum PHP dans le PEPS et la bonne humeur, je vous ai préparé un cocktail, puisque d'ici peu, compte tenu que nous sommes en plein mois d'octobre, le froid va s'installer et les pingouins vont nous envahir. Donc, autant prendre nos précautions et prendre notre dose de vitamines. Ce cocktail, je l'ai présenté il y a un peu moins d'un an pour notre client, l'Olympia. Alors, je m'appelle Amélie Duvernay, je travaille chez Digitic. Accessoirement, quand je m'ennuie, c'est rare, je suis auto-entrepreneur. Et pour ceux qui sont de la région d'Aix-Marseille, nous avons depuis 3 ans une antenne à FUP, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous organisons régulièrement des meet-up et des apéros PHP, c'est super sympa. Donc, comme je viens de le dire, je travaille chez Digitic. Nous sommes des leaders de la vente en ligne et nous existons depuis 2004, donc ce nom ne vous est certainement pas inconnu. Nous couvrons pas mal d'événementiels, aussi bien des concerts que des expositions et également des manifestations sportives. En ce qui concerne notre métier, nous couvrons tout le processus de vente, de l'amont à l'aval, en amont avec les préparatifs pour la vente en ligne à travers nos structures, donc notre système de vente digitic.com ainsi que nos marques blanches. Donc ce sont des systèmes que nous fournissons à nos clients pour qu'ils puissent justement disposer de boutiques en ligne directement sur leur site. En ce qui concerne le pendant, nous vendons justement sur place, surtout lors des événementiels sportifs. Nous vendons des places justement avec nos guichets qui présentent des applications embarquées dans leur système. Et également, pour tout ce qui concerne le contrôle d'accès, nous compostons avec nos systèmes les billets des visiteurs. Ensuite, pour terminer, eh bien, nous mettons à disposition à nos clients des rapports de vente et des outils de comptabilité dans nos interfaces administration. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, donc je travaille au pôle recherche et développement chez Digitic. C'est un secteur qui est assez sympa parce qu'il couvre pas mal de domaines de notre métier. On va retrouver du développement, donc développement d'outils internes. Par exemple, je fais allusion à un outil que nous avons mis à disposition à nos testeurs. Nous avons mis à disposition des outils qui permettent à nos testeurs de changer de branche Git pour tester différents environnements de travail. Nous proposons également du monitoring en vue justement d'accroître les performances de nos sites, également de la couche technique et du corps. Nous sommes également des experts en architecture, et comme nous sommes super curieux, nous organisons régulièrement des veilles technologiques pour nous tenir au courant des dernières innovations. Et comme nous sommes généreux, nous partageons régulièrement nos connaissances à toutes nos équipes. Au niveau de l'intégration continue, c'est la partie la plus touchy, mais celle qui implique le plus de challenge, parce que c'est nous qui organisons les mises en production. Et à côté, nous avons du scripting et de l'intégration continue, c'est-à-dire nous allons pouvoir organiser et envoyer à nos équipes des reports de ces mises en prod, et également des outils qui permettent de réaliser des tests d'intégration continue et des tests fonctionnels et des tests unitaires. Et puis est venu ce projet, l'Olympia. Ce projet, il est venu d'un besoin. Notre client est venu nous chercher et il nous a expliqué en 3 mots son besoin, qui était simple. Son besoin, c'était de pouvoir afficher en temps réel le taux de remplissage d'une salle à l'aide d'un plan qui serait seulement accessible à certaines personnes habilitées à le consulter, et également de pouvoir, dans un but de réorganisation, pour avoir une salle plus harmonieuse, de pouvoir afficher les espaces vides dans la salle en vue de redisposer les personnes. Accessoirement, il y a le producteur qui peut être intéressé par ces chiffres,
Donc il est intéressant de lui communiquer grâce à cet outil justement. Alors l'Olympia, j'ai des petites étoiles dans les yeux quand je l'évoque, donc je me dis c'est un beau challenge, j'ai intérêt à assurer. J'ai intérêt à assurer parce que derrière, il va y avoir des enjeux techniques. Il va y avoir dans un premier temps la notification de temps réel de l'occupation d'un siège, c'est-à-dire mon spectateur, il va arriver, il a son billet, il va le faire composter. Derrière, tout le système doit se mettre en place pour que le temps réel fasse effet. Donc par exemple, le siège sur mon plan va changer d'apparence et des chiffres vont se mettre à jour. Ce plan de salle donc, est accessible à des observateurs qui ne vont pas forcément se connecter en même temps. Donc par exemple, si j'arrive sur mon poste de travail, il y a 200 personnes qui sont déjà arrivées dans la salle, il faut que ces 200 sièges s'affichent tout de suite quand je consulte mon plan. Mon système doit être scalable. Il doit être sécurisé parce qu'on va manipuler des données qui doivent rester dans leurs canaux en fait. Ces données doivent être fiables. Mon front doit être dynamique puisqu'on est sur du temps réel, c'est assez logique. Et pour terminer, mon système doit être surtout performant. Pourquoi la performance? Parce que quand j'arrive pour composter mon billet, il faut penser que mon spectacle, il va attirer des centaines de visiteurs. Donc ces centaines de données vont circuler et il faut qu'elles tiennent la charge. D'autant plus que derrière, il y a le système de digitic.com, toute notre architecture qui est en train de tourner. Donc il y a notre site, il y a les marques blanches, il y a tous nos outils annexes. Donc derrière, il faut pouvoir maintenir tous nos systèmes. Maintenant, j'ai une mission. J'ai une mission qui consiste tout simplement à programmer mon interface pour faire ces 4 choses. Dans un premier temps, je vais afficher le plan de ma salle de manière dynamique. Donc je vais retrouver mon plan avec justement toutes les prédispositions qui vont faire en sorte que mon siège va changer d'apparence justement quand mon visiteur va faire composter son billet. Et puis je vais avoir des données à côté de ce plan. À droite de mon plan, je vais avoir un système de jauge. Je vais avoir 3 chiffres qui vont justement se mettre à jour en même temps. Je vais avoir une jauge pour les sièges vendus, une jauge pour les sièges attribués et une jauge pour les sièges compostés. À gauche, je vais avoir des notifications. Au fur et à mesure que mes visiteurs vont arriver, mes données vont se mettre à jour, les plus récentes vont s'empiler, les plus anciennes vont se dépiler. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais comme on est dans un monde un peu parfois cruel, il y a des problématiques qui vont s'installer. Eh bien, par exemple, la première, c'est de se dire, bien, il y a 200 personnes qui ont déjà composté leur siège, et je viens à peine de me connecter sur ce plan. Mon plan doit récupérer tout de suite les 200 compostages qui ont déjà été effectués et reprendre la main sur le temps réel. Et puis, si j'arrive, moi en tant que spectatrice, je vais assister au concert de Mika. Je vais assister au concert de Mika, je fais composter mon billet, il s'affiche sur le plan des Cranberries. Ça va pas être cool. Donc, il faut qu'il y ait cette correspondance entre le spectacle et mon billet qui doit se mettre en place. Il faut qu'il y ait un canal entre ces deux types de données pour justement pouvoir assurer la sécurité du passage de ces données. Ensuite, mon système doit être sécurisé, logique. Pour terminer, mes données, elles ne vont que me servir pour le compostage en temps réel. Après, je n'aurai plus aucune utilité. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire dans ces cas-là? C'est d'assurer en fait l'effacement des données automatiques sans qu'il y ait d'intervention humaine pour pouvoir libérer justement la charge de ces données, puisqu'on nous n'en avons plus besoin. Sauf que PHP et le temps réel, ils ne sont pas très amis. Ils ne sont pas très amis, il commence à y avoir des technos qui apparaissent, qui sont intéressantes, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il convient de faire? Bien, il convient tout simplement de faire un cocktail de techno,
de les mélanger ensemble et de voir ce qu'on peut faire justement d'intéressant avec. Ce qui est intéressant à faire dans un premier temps, c'est tout simplement de rassembler notre savoir-faire et ressortir tout ce qui peut nous intéresser des cartons, puisque nous avons quand même un savoir-faire qui date de 2004, nous avons certainement des outils intéressants à portée de main. Et des outils intéressants, on en a. On a dans un premier temps une application embarquée de compostage en temps réel. C'est simple, on a un billet, on a une douchette qui contient notre programme, et quand on scanne le billet, ça envoie un script qui va mettre à jour les données de la base. Mon billet, de l'état acheté, il va devenir état composté. C'est nickel, on va le garder. Ensuite, nous avons également un plan qui a été réalisé pour l'Olympia, qui est en Symfony 2 et en AngularJS. C'est nickel, on va le garder. On va le garder parce qu'avec RabbitMQ, qui nous sert déjà pour les notifications, avec Redis, qui nous sert déjà pour le caching, et Node.js, qui nous sert pour nos guichets, on se dit qu'on peut avoir un cocktail super sympa. On va ajouter avec les WebSockets, on secoue. Il faut bien secouer, sinon la pulpe reste en bas. Et ça nous donne notre cocktail. Ce cocktail, il fait plein de choses. Il y a plein de techno super sympas dedans. Ici, j'ai mon opération de scan qui est réalisée. Au moment où je scanne mon billet, j'ai un token d'activation qui va être vérifié. Ce token d'activation, il est ouvert lors du plan. Il va nous servir à autoriser ou pas le compostage. Ici, mon token d'activation, il est bien. On va autoriser le compostage. Et là, on va faire deux choses. Dans un premier temps, on va enregistrer les données dans Redis. Dans un deuxième temps, on va envoyer une notification à Node.js qui est sur écoute. En bas, il s'est passé plein de choses en même temps. J'ai ouvert deux plans. J'ai ouvert le plan du spectacle numéro 1. En même temps, j'ai ouvert le plan du spectacle numéro 2. J'ai mon Node.js qui tourne. Quand j'ai ouvert mon plan du spectacle numéro 1, j'ai un token de sécurité qui a été vérifié. En fait, mon plan, quand je l'ouvre, je vais créer le token de sécurité. Le token de sécurité va être stocké et il va être également envoyé à Node.js. Node.js a cette notification de token, il va le vérifier, il va dire « OK, la connexion peut être effective ». Et à ce moment-là, il va créer une room de socket entre Node.js et le plan du spectacle. À côté de ça, mon pool de services a reçu la notification Rabbit. Il a reçu la notification et en parallèle, comme en fait j'ai envoyé un compostage pour le spectacle numéro 1, il a envoyé la notification au plan du spectacle numéro 1. Mon plan a reçu la notification à travers la room et il est allé interroger Redis à travers une requête Ajax. Et mon compostage a eu lieu. Je vais revenir un peu plus en détail sur ces ingrédients, puisque c'est un système qui est assez complexe. Puis après, j'expliquerai plus en détail comment on arrive à enregistrer les compostages, comment le plan arrive à les récupérer, quels sont ces fameux tokens d'activation, tokens de sécurité, et ensuite, avant de suivre avec la démo, je vais vous expliquer ce qui se passe quand Node.js lâche la main. En premier ingrédient, nous avons PHP. PHP, c'est la base, c'est lui qui va faire la majorité des choses. PHP, il va déjà dans un... Oh, pardon. PHP, il va tout simplement récupérer les compostages quand j'effectue justement le compostage du billet. Il va tout simplement récupérer les informations, il va les modéliser, il va les retranscrire sous forme de tableau, et puis il va envoyer les compostages dans la base de données. Il va également, à travers des librairies et des interfaces,
pouvoir attribuer et vérifier les tokens. Et pour terminer, au niveau du chargement du plan, c'est lui qui va initialiser les données et qui va les renvoyer ensuite au script en JavaScript. PHP il répond à un besoin. Il répond au besoin de sécurité. Deuxième ingrédient, nous avons Redis. Redis, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que c'est une base de données en NoSQL. Ça implique que les données ne sont pas relationnelles, donc on peut stocker tout type de données avec. On va stocker ici des données en mode clé-valeur. On a une clé, on a une valeur, et cette valeur, elle peut être n'importe quoi. Donc on peut stocker des listes, on va stocker des listes de compostage par spectacle, et on va également enregistrer des données par siège, avec toutes les informations qui concernent ce siège. Et puis, accessoirement, on va stocker les tokens. Redis, il répond à un besoin, il répond au besoin de performance. RabbitMQ, c'est simple, il va tout simplement envoyer une notification au serveur Node.js. Il va envoyer une notification, et puis après, il va se charger du désempilage de ces notifications. Node.js, c'est lui qui va récupérer les notifications des compostages. Donc lui, il va tourner en tâche de fond, et puis il va recevoir les notifications, et au fur et à mesure qu'il reçoit les notifications, il va acquitter les compostages traités. Il va également contrôler le token sécurité. Quand il reçoit la notification de ce token et ce token, il va interroger Redis pour savoir si ce token vaut la peine de créer une room de socket. À côté de Node.js, on a greffé Socket.io. Parce que Socket.io, c'est un module de Node.js en mode serveur que nous avons installé dedans. Socket.io va tout simplement créer les rooms. Il va notifier les sockets, donc il va envoyer une notification à Socket.io en mode client, qui lui est greffé au plan Angular. Et puis il va s'occuper du keep alive pour savoir si la connexion est toujours effective. Socket.io répond aux besoins du temps réel. Et pour terminer, AngularJS. AngularJS, c'est le plan, tout simplement. C'est tout ce qui va gérer le plan. Ce qui est intéressant avec Angular, c'est qu'on peut récupérer justement, on peut générer des plans avec une librairie graphique. AngularJS va récupérer les données, parce que rappelez-vous, c'est lui qui va créer les requêtes vers Redis. Il se connecte à la WebSocket en mode client, il initialise le token sécurité, il gère les pertes de connexion et il gère le numéro d'ordre. Ça, nous allons le voir tout à l'heure, quand on va s'occuper un peu plus de Redis. Redis va pouvoir justement stocker des numéros d'ordre qui vont nous permettre d'interroger Redis avec des intervalles de temps. AngularJS répond tout simplement aux besoins du front dynamique. Maintenant qu'on a nos ingrédients, on va s'occuper de l'enregistrement de ces compostages. Comment on les enregistre? On les stocke dans Redis, et c'est assez intéressant d'évoquer justement cette partie-là. Car nous avons des données qui sont importantes, qui vont être affichées sur le plan. On va avoir la date et l'heure de compostage, on va avoir le code barre du billet, le nom du bloc, le rang du siège et le numéro de siège. Tout à l'heure, nous avons vu que nos données pouvaient être stockées sous deux formes. On va avoir une forme en liste et on va avoir une forme en tableau. Notre liste, elle va ressembler à ça. En fait, c'est dans le jargon Redis, c'est un set qu'on va stocker. Un set qui va avoir comme clé le numéro du spectacle. Au fur et à mesure que j'organise mes compostages, que je les stocke, ici, ce sont des numéros de sièges. Donc là, j'ai déjà composté 4 sièges, j'en composte un 5e. Donc on a notre clé, on a nos valeurs, comme je disais tout à l'heure.
Et avec Redis, ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on peut affecter des numéros d'ordre à nos enregistrements. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais faire mes compostages, je vais stocker une donnée en time qui correspond au moment exact de mon compostage. Ça va me permettre, plus tard, lors de l'affichage de mon plan, de pouvoir demander à Redis de récupérer les compostages qui ont lieu entre 18h30 45 secondes et 18h31. À côté de nos listes, nous allons stocker des tableaux qui correspondent aux données de notre siège. Comme clé, nous avons l'ID de spectacle et l'ID du siège. Nos données, ça va être les informations que nous avons vues tout à l'heure, la date, le code, le nom du bloc, le rang du siège, le numéro de siège. Tout ça, ça va être sérialisé et envoyé sous forme de hash dans Redis. Techniquement, ça va se passer ainsi. Je vais récupérer les compostages selon un créneau de temps. Je vais récupérer les numéros de siège pour chaque itération. Et après, j'interroge à nouveau Redis pour récupérer toutes les données qui nous intéressent pour ces sièges. Au niveau de la récupération des compostages, j'ai ici mon plan. Pour rappel, ce plan, il est accessible qu'à travers une interface qui est accessible via un login et un mot de passe. Mon interface, elle va avoir 3 parties. Dans un premier temps, je vais avoir le plan, je vais avoir mes jauges et je vais avoir mes notifications sur les informations de mon siège. Quand je reçois une notification de compostage, j'interroge Redis avec une requête HTTP. Je récupère les informations et à ce moment-là, il va se passer 3 choses. Dans un premier temps, mon siège va se mettre à jour. L'apparence de mon siège va changer. Ma jauge de billets compostés va s'incrémenter. Et là, les informations sur mon billet vont s'empiler dans la fenêtre des notifications. Et la dernière va se dépiler. Et le compostage a eu lieu. Maintenant, je vais parler des tokens. À quoi servent ces tokens et quelles sont vraiment leurs utilités? Comment on les gère? Eh bien, tout à l'heure, je vous avais parlé du token activation. Ce token activation, il permet en fait d'économiser nos ressources. Puisqu'en fait, si on part du principe qu'on peut composter notre billet, on peut stocker n'importe quelle information de n'importe quel billet. C'est pas ça qu'on veut, parce que sinon on saturerait notre serveur de base de données. C'est pas ça le but. Notre but, c'est de composter les billets du spectacle qui nous intéresse. Donc, à l'ouverture de notre plan du spectacle en question, on va générer un token d'activation. Ce token d'activation, il est vérifié au moment même où je composte mon billet. Donc effectivement, ce token est associé au spectacle et est stocké dans Redis. Et au moment justement où ce token est vérifié et approuvé, j'envoie mes notifications et mes enregistrements. Deuxième token, le token de sécurité. Ce token de sécurité, il va permettre de pouvoir justement accéder aux informations du compostage. Tout à l'heure, j'avais dit justement que le plan était accessible à travers une interface administrable. On a un login et un mot de passe. Cette interface, elle est un peu accessible à nos clients, à l'ensemble de nos clients. On n'a pas forcément envie que tout le monde voit ces informations. Donc, on va tout simplement créer un token qui va autoriser la visualisation des informations. Ce token de sécurité, il est créé dans le plan. Il est généré par PHP, qui transmet le token à Angular et qui l'envoie en enregistrement dans Redis. Angular envoie une requête
à Node.js pour lui notifier qu'il y a eu un token qui a été créé. Node.js reçoit l'information et il va vérifier dans Redis si le token est bien existant. Si le token est existant, il ouvre les informations, sinon eh bien, le plan va rester blanc et le processus s'arrête là. Au niveau du code, j'ai voulu vous le montrer parce que c'est assez intéressant. Puisque ici, donc, on a un morceau de code qui est sur le plan. Donc ici, on a l'événement de connexion à la socket. Quand cet événement a lieu, je vais envoyer une requête HTTP qui va créer mon token dans Redis. En général, ça se passe bien dans la majorité des cas. Et quand ça se passe bien, je vais envoyer un événement subscribe. Cet événement subscribe contient mon token et mon ID de spectacle. Au niveau de Node.js, eh bien, je vais recevoir mon événement subscribe. Quand je reçois mon événement subscribe, j'envoie une requête HTTP avec mes informations pour aller vérifier justement l'authenticité de ces informations. Si le token existe, je crée ma room et je la rejoins. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça s'arrête là et j'envoie juste un message dans mes logs pour justement notifier que la connexion a échoué. Maintenant, que se passe-t-il si Node.js, pour une raison ou pour une autre, cesse de fonctionner? Le système de temps réel ne peut plus fonctionner. Mais on a quand même besoin de voir les compostages de notre plan. Eh bien, c'est simple, grâce au socket, je suis informé de cette perte de connexion. Quand je suis informé de cette perte de connexion, mon plan va essayer de se reconnecter 3 fois à Node.js. Si au bout de ces 3 tentatives, je n'ai toujours pas de connexion, eh bien, je vais tout simplement basculer automatiquement sur un système de requête HTTP en mode Ajax toutes les 5 secondes, par exemple. Donc, toutes les 5 secondes, mon plan va interroger Redis de la même manière qu'il interrogerait Redis en mode temps réel pour aller récupérer les données qui nous intéressent. Ce qui est encore plus génial, c'est que Socket.io peut informer mon plan d'une reprise de connexion éventuelle. Si je reprends la connexion, mon système de requête régulier s'arrête et on reprend la main sur le temps réel. Maintenant, la partie la plus sympa que vous attendez tous, j'imagine, c'est la petite démo. Donc, pour pallier un éventuel problème qu'on appelle généralement le problème de je te montre, j'ai fait une vidéo. Bon, il ne veut pas me l'afficher en grand. Non, tant pis. Ah, peut-être simplement par là. Voilà. Là, j'ai mon plan tel qu'il est affiché dans mon interface d'administration. J'ai ici mon beau plan de l'Olympia, comme vous voyez, avec les sièges tout grisés encore. Donc là, j'ai créé un spectacle qui s'appelle accessoirement mon super spectacle. J'ai un compteur avec mes 3 jauges. Donc ici, on retrouve les attributions de sièges, les ventes de sièges et les billets scannés. Pour l'instant, ma jauge est à 0 parce que je n'ai scanné aucun billet. Et là, mon chiffre est à 0. D'ailleurs, ici, mon plan est vide. À gauche, nous allons le voir tout à l'heure, on a notre fenêtre de notification. Bon, là, on a le plan en plus petit, accessoirement. Donc là, on a notre fenêtre de notification.
qui est également vide, mais elle va se remplir. Là, j'ai simulé une série de compostages. Là, on voit effectivement, j'ai ouvert une série de billets que je vais composter à la volée avec ma douchette. Et petit à petit, nous allons voir les informations qui arrivent. Voilà, donc là, les compostages ont déjà commencé. Ici, on commence à voir le chiffre qui change. Le chiffre ici aussi. Alors, effectivement, j'avais la fenêtre des billets juste en dessous. On voit les 3 billets qui ont été compostés sur mon plan. Là, on voit un 4e, un 5e, un 6e. Et là, j'ai mes notifications qui apparaissent en même temps. Donc là, j'ai mes sièges qui changent d'apparence. J'ai mon chiffre ici qui se met à jour. La jauge qui s'incrémente avec la barre de progression. Et mes notifications. Voilà. Donc là, j'ai fait ma série de compostage. Je vois qu'il y a des sièges qui ont été mis à jour ici. Donc des gens se sont placés ici, des gens se sont placés là, et les données ici se sont mises à jour. Et ici, on a un début de jauge avec notre barre de progression. Et maintenant, je vais reprendre la main sur le diapo. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. J'aurais une première question par rapport à la bascule Ajax en cas de problème de connexion Node. Oui. Est-ce que tu as une idée de la fréquence à laquelle ça arrive, ou c'est vraiment une situation d'urgence qui n'arrive quasiment jamais? Alors, au niveau de la fréquence de ce script en Ajax, c'est programmé au niveau de... C'est paramétré, c'est une donnée qui est paramétrable dans les YAML de notre système en Symfony. Donc, on attribue une donnée en millisecondes et on peut la changer comme on en a envie, en fait. Je voulais savoir la fréquence des problèmes de connexion, en fait. C'est... Ah, voilà, en situation réelle, est-ce que tu as une statistique de voilà, à quel moment le système de sécurité se déclenche? Pour l'instant, on n'a jamais été confronté à ce cas. D'accord, merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que tu as des métriques sur le temps nécessaire aujourd'hui entre la validation du ticket et l'affichage sur le plan? Et et quelle est la différence entre les technologies plus anciennes, où tu aurais simplement fait des requêtes Ajax, simplement une base MySQL, et ton nouveau système avec tout ce que tu nous as expliqué? Mais en fait, ce système, il est quasi instantané, puisqu'on comme on a vu lors de la démo, le siège se met tout de suite à jour. Donc, comme on est dans des contraintes de temps réel, il faut quand même des résultats quasi immédiats, ce qui change du système plutôt avec une requête qui serait en HTTP classique, en Ajax, avec un laps de temps plus régulier, si ça répond à ta question. Là, pour moi, ta réponse, c'est j'ai pas de métrique, mais c'est du instantané. Enfin, je veux dire, avant, tu aurais pu me dire ça mettait 2 secondes à s'afficher sur le plan, et maintenant, ça prend 10 millisecondes. C'est ce que je veux dire. Des chiffres en métrique, je n'en ai pas pour l'instant. Ce n'est pas une question que l'on s'est posée. Vous êtes directement parti sur un système comme ça. Vous avez tout de suite abandonné une solution plus standard.
Pas forcément tout de suite, mais c'est un système qu'on a vite mis en place. Bonjour. Bonjour. Tu nous as très peu parlé de RabbitMQ. Je voulais savoir qui interrogeait justement les queues de traitement, si c'était du Node ou du PHP, et si éventuellement il y a eu des soucis à l'utilisation. Des soucis à l'utilisation, pas vraiment. Ensuite, c'est Node.js qui écoute RabbitMQ. C'est Node.js, et dès qu'il reçoit une notification, là, il envoie une requête via les sockets. Merci. Après. Merci. Par rapport au plan, pour la génération du plan, c'est comment vous le générez le plan? C'est du SVG, c'est l'affichage du plan? L'affichage du plan, c'est une librairie graphique. C'est Graph Maxi.js. Plexi.js. Okay, merci. WebGL. Eh bien, merci. Je pense que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à voir la conférencière. En vous remerciant.